Salvien, après avoir pris sa retraite, s'installe avec sa famille non loin de Ravenne dans une villa achetée avec la rémunération généreuse pour son service de la part de Galla Placidia et de Valentinien. Pendant ces années, se succèdent 8 empereurs. En 455 à 456, régnait Avitu, ancien officier d'Essius, ensuite le préfet du prétoire de la Gaule. Celui qui a persuadé les Visigoths de participer à la bataille des champs cataloniques. Après sa chute, Salvien a cessé de s'intéresser aux nouvelles politiques. Il n'y avait rien qui pouvait consoler les Romains. L'Empire se disloquait rapidement. Il se passe encore 19 ans. Romulus Augustule devient le nouvel empereur. Salvien n'a pas compris tout de suite qu'Oreste, le père du jeune empereur et patrice de l'Empire, est son vieil ami. Quand il le comprend, il est frappé jusqu'au plus profond de son âme. Le ministre et le général d'Attila est devenu le régent et le patrice, le commandant en chef de l'armée et son fils est l'empereur. Ensuite naît un faible espoir. Peut-être, sous la direction de son père expérimenté, le jeune empereur sera un bon souverain. Mais il se rappelle quels espoirs portait Galla Placidia pour son fils Valentinien et comment ensuite ils furent déçus. En été 476, Salvien décide d'essayer de rencontrer et de parler avec Oreste. Le régent le reçoit étonnamment vite. Dans la même pièce du palais impérial, où Salvien parlait d'habitude avec Galla Placidia. Les deux vieillards costauds se serrent joyeusement les mains. Oreste dit simplement, « Quand on m'a rapporté ta demande, j'ai compris tout de suite de qui il s'agissait. Tu sais, nous avons beaucoup d'années. Il reste peu de gens de notre génération et c'est, peut-être, notre dernière conversation. » Salvien se réjouit. « Je suis très content que vous vous rappeliez d'un officier modeste. Je vous ai remarqué la dernière fois sur un cheval blanc en tête d'une des armées quittant son camp sur les champs cataloniques. Maintenant vous êtes le régent de l'Empire. » Le patrice dit avec une tristesse non dissimulée, « Oui, j'ai vécu une vie intéressante. Je regrette seulement qu'Attila soit mort si tôt. En effet, il pouvait vivre aussi longtemps que nous. Le monde serait alors bien différent. » Salvien demande, « C'est une question que je voulais vous poser. Vous pensez encore qu'Attila était capable de créer un empire romano-eunique stable et assurer la Pax Una Romana, de l'Espagne jusqu'à l'Oural et la mer Aral ?» Oreste secoue affirmativement la tête, il lui a manqué seulement quelques années. « Pourquoi en doutes-tu ? C'est très agréable pour moi de discuter de ce sujet. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions. » Une discussion animée commence. D'abord, Salvien remarque, « Je suis troublé par la désagrégation rapide de l'Empire I après la mort d'Attila. Ici, il y a eu beaucoup de hasards. Premièrement, la mort d'Attila a surpris tout le monde. Aucune préparation sérieuse de sa succession n'avait même été commencée. En effet, Attila est devenu le roi des Huns après la mort du Canoros sans aucun problème. La révolte d'Ardaric était aussi une surprise. Le plus grand hasard est la mort d'Elac en 454. Mais maintenant, le jeune Khan Eärnach tient ferme le pouvoir sur les Huns des steppes de la mer Noire. Il y a beaucoup de Huns sur le Danube sous la direction de Géisem. Je pense que dans une grande steppe apparaîtront bientôt de nouveaux empires forts. À propos, quels sont les destins d'Onégèse et d'Édécone ? Onégèse avec sa femme sont rentrés en Grèce et installés dans sa ville natale dont ils sont devenus les citoyens les plus respectés. Édécone était jusqu'à récemment le roi Lécyre. Son fils Odoacre est maintenant le général romain. Salvien pose une question directe. Vous et Onégèse, n'aviez-vous pas de problème avec la justice romaine ? En effet, vous luttiez beaucoup et avec succès contre les armées romaines. Oreste secoue négativement la tête. Jamais.
J'ai remarqué pendant toutes ces années que tous les gens intelligents comprenaient bien qu'Attila était un homme noble, qu'il estimait la civilisation romaine et voulait sauver ses acquisitions. En outre, nous étions invités par le gouvernement de Constantinople qui préférait nous voir comme citoyens que comme conseillers des rois. Nous avons reçu des garanties de notre sécurité personnelle et de l'inviolabilité de nos biens. Après la mort d'Élac et la révolte d'Ardaric, nous étions libres et ne voyions pas un grand intérêt de rester dans la steppe. Salvien continue son extraordinaire interrogatoire. Maintenant l'armée romaine est composée presque entièrement de barbares. Ils commencent à occuper les meilleures terres, se comportent comme des maîtres. Oreste répond avec assurance, les uns aiment les steppes, ils ne prétendraient jamais aux terres et après le service dans la cavalerie rentreront dans leur pays. Je veux commencer les négociations avec Euernac et Géisum sur le recrutement pour le service en Italie des corps de cavalerie sous le commandement des vétérans de mon armée 1. L'armée actuelle romaine est extrêmement hétérogène et incertaine. Je rêve que mon fils Romulus soit le fondateur du nouvel empire romain avec une cavalerie disciplinée et une infanterie professionnelle. Vous vous rappelez qu'Avitu est devenu empereur grâce au soutien de l'armée wisigothe. Mais les Visigoths sont bientôt repartis d'Italie avec une insouciance étonnante pour résoudre je ne sais quelles affaires de leur royaume et Avitu a été renversé. Ensuite la même histoire s'est répétée, quand le roi burgonde Gondebaud a proclamé empereur son soldat Glycérius. Vous rappelez-vous maintenant le règne du général suève Ricimer qui a placé sur le trône successivement 4 empereurs, à partir de Majorien et en finissant par Olybrius. Salvien consent. Certainement, Attila n'aurait pas changé si fréquemment les empereurs au cas où il refusait de porter lui-même le diadème d'empereur romain. Oreste dit d'un ton persuadé. Il est possible qu'Honoria a péri comme Essius seulement après la mort d'Attila. Dans ce cas, Attila et elle seraient devenus 2 co-dirigeants de l'empire romano-eunique même sans se marier. Si Honoria avait péri plus tôt, Attila pouvait convaincre rapidement le pape romain Léon de poser sur sa tête le diadème romain impérial. Il pouvait y avoir d'autres solutions. Dans l'Empire romain d'Occident romain, après la mort d'Attila, les Visigoths, les Burgondes et les Suèves ont tenté de réaliser ces idées. Mais ils n'avaient ni d'assez fortes armées, ni le prestige, ni le génie politique d'Attila. Un officier essoufflé entre et rapporte « l'insurrection dans l'armée ». Les guerriers demandent un tiers de toutes les terres d'Italie. Oreste sourit amèrement. Je n'ai pas eu le temps de négocier avec les Huns. Maintenant, ce sont les Hérules qui ont décidé d'essayer. Sous la direction d'un ancien soldat de l'armée 1 qui s'est battu sur les champs cataloniques, de s'emparer du pouvoir en Italie. Qui le fera demain? Peut-être, les Ostrogoths? Mais tous ces peuples sont faibles, ils n'ont pas assez de force pour réaliser toutes les idées d'Attila, même s'il avait des chefs nobles avec des capacités excellentes. J'ai peur que cette anarchie ne se prolonge pendant beaucoup de siècles. Il se lève et donne l'accolade à son interlocuteur, c'est notre dernière rencontre. Adieu, Salvien. Le camp des Skyres et des Hérules est agité, Odoacre se tient sur une estrade et essaye de calmer les soldats germaniques, je vous appelle à la patience. On ne peut pas nier que l'armée ne reçoit pas un tiers du produit fiscal. Mais c'est provisoire, avec les mercenaires huns, qui seront bientôt engagés. Nous allons vaincre les Visigoths et convaincre les Burgondes de payer à Rome un tiers du produit des impôts de la Gaule. Oreste nous promet après ces victoires d'augmenter considérablement votre solde. Les soldats l'interrompent par des cris et des menaces, pas de belles promesses. L'augmentation immédiate de la solde. À bas les Huns. À bas Oreste. Aux armes. Odoacre lève la main. Les soldats s'arrêtent de crier.
Je vais transmettre à Oreste vos revendications. Restez calme. Je pense qu'il cédera. Un officier monte sur l'estrade. La guerre contre les Visigoths sera très dure. Le roi Éric se montre jusqu'à présent imbattable. Nous risquons tous de mourir avant l'augmentation de notre solde promise par Oreste. Tandis que les cavaliers avec leurs arcs puissants évitent les combats corps à corps, et ce sont eux qui auront tout car la guerre est une activité qui n'est pas très dangereuse pour eux. Les cris d'indignation s'élèvent des milliers des bouches. À bas Oreste. Aux armes. L'officier continue, laissons Odoacre discuter avec Oreste. Mais pourquoi les empereurs doivent-ils être toujours romains? Si Oreste refuse, nous proclamerons Odoacre comme empereur. L'air tremble des cris d'enthousiasme. Vive Odoacre! Vive l'empereur germanique! Aux armes! Odoacre rougit et fait un geste de protestation. Quand les cris s'arrêtent, il s'adresse aux soldats. En aucun cas je ne serai empereur romain. D'ailleurs, l'Empire n'existe plus. Nous ne contrôlons actuellement que l'Italie. Mais vous pouvez me donner plus de poids dans les négociations avec Oreste si vous confirmez mes droits légitimes d'être roi des Skyres et des Hérules comme mon père Édécone. L'officier, qui se tient toujours à ses côtés, s'exclame « Vive Odoacre, le roi des Skyres et des Hérules, le roi des nations, le roi d'Italie ». Les soldats poussent des cris « Vive le roi! Vive Odoacre !» 4 guerriers montent sur l'estrade et soulèvent Odoacre sur un bouclier. Le camp de Pavie. Oreste interrompt Odoacre. Je ne peux pas céder aux revendications de tes soldats. Euernac m'a promis d'envoyer rapidement les détachements de la cavalerie. L'accord est déjà signé. Dans ce cas, la guerre civile est inévitable. Les soldats sont très irrités. Le patrice regarde tristement son général. Comment as-tu pu trahir ma confiance? Te faire proclamer roi d'Italie. Odoacre commence à raconter les circonstances de la révolte de ses soldats. Oreste fait un signe et les soldats de sa garde tirent leur épée du fourreau et encerclent Odoacre qui s'écrie « Les soldats ont voulu me proclamer empereur. » Pour les calmer, j'ai demandé de confirmer simplement mon titre légitime de roi des Skyres et des Hérules comme successeur de mon père Édécone, votre ami. Je m'appelle Oreste comme un noble héros des légendes, je tenais haut mon nom et j'étais toujours fidèle à mes amis, pense le patrice et s'approche d'Odoacre. Oui. Ton père Édécone était mon grand ami pendant 40 ans. Je ne peux pas tuer son fils. Tu es libre. Oreste ferme ses yeux et pense avec angoisse. Vers quelle fin me portera maintenant mon destin? Les guerriers enragés d'Odoacre attaquent le camp de Pavie, brisent la résistance des troupes d'Oreste. Le fils d'Édécone, impliqué malgré lui dans la révolte contre le meilleur ami de son père, convainc difficilement ses officiers de le laisser parler avec Oreste avant son exécution. En voyant le patrice blessé et ses vêtements déchirés, son cœur se serre. Que Dieu me pardonne, je ne peux pas te libérer. Mais je sauverai ton fils et ta femme. Oreste s'anime. Ma vie a été longue et intéressante. Je n'ai pas peur de mourir. Mais les soldats germaniques sont devenus incontrôlables. Comment veux-tu dans ces conditions sauver ma famille? Je reprendrai le pouvoir en main avec l'aide de mon frère Hunulf qui doit bientôt arriver en Italie avec ses guerriers. Les Skyres et les Hérules nous obéiront. Mais tu dois calmer tes guerriers maintenant. Je le sais. Ils ne se calmeront qu'après ta mort. Oreste se tait, Odoacre soutient son regard. On entend le bruit des armes et la rumeur des voix menaçantes. Le patrice dit lentement d'une voix étonnamment calme, « Tu es très troublé. » Je le vois. Merci pour ta promesse. Odoacre parle. Les larmes aux yeux. Je jure au nom de notre Seigneur et par la mémoire de mon père Édécone, que je suis prêt à sacrifier ma vie pour défendre les vies de ton enfant et de sa mère. Quelques années plus tard,
La superbe villa de Lucullus, Neapolitanum, dans le golfe de Baïs. Romulus admire les roches percées à jour, suspendues et voûtées, et de grands fossés cavés à force, pour introduire et faire courir la mer à l'entour des bâtiments. Il parle à sa mère qui nourrit des poissons dans ses eaux. L'Empire est mort avec mon père. Odoacre se déclare n'être que le roi d'Italie. Il ne touche heureusement pas au Sénat et aux autres institutions romaines qui continuent de fonctionner. Odoacre m'a dit qu'il souligne ainsi que la mort d'Oreste n'a pas été préméditée par lui, qu'il n'aspirait pas au pouvoir impérial. Je le crois car il fait tout pour soulager notre chagrin. Nous vivons en sécurité et sans souci avec un revenu de 6000 pièces d'or qu'il nous a accordé. J'ai donc été le dernier empereur romain d'Occident. Oui, mon fils. Ton père était fier que tu portes à la fois les noms du fondateur de Rome et de son premier empereur. Il ne lui a manqué que quelques semaines. Les premiers détachements de cavaliers étaient déjà en route vers l'Italie. Oreste aurait pu vivre encore plusieurs années. Sa santé était excellente. Une fois, il a dit « Je rêve ». Après avoir mené une vie laborieuse, avoir une fin joyeuse et tranquille. Devine ma réponse, elle te frappera. Romulus regarde sa mère, voit comme elle est troublée, et devine. Peut-être as-tu dit, comme Lucullus. Julia sourit tristement, tu me comprends parfaitement. J'ai ajouté en riant, j'espère que ton rêve, après avoir mené une vie laborieuse, de nous faire vivre dans une superbe villa qui ressemblera à celle de Lucullus, se réalisera un jour. Nous étions si heureux. Romulus s'exclame, incroyable. Tes mots se sont réalisés et nous vivons dans cette célèbre villa de Lucullus, décrite par Plutarque et les autres grands écrivains. Tu sais, je veux écrire un livre sur ce qu'aurait pu être le monde du rêve de mon père si les troupes germaniques ne s'étaient pas insurgées ou si Attila avait vécu plus longtemps. Julia regarde son fils avec une grande tendresse. Tu lis beaucoup de livres et aimes discuter avec les philosophes. Maintenant tu n'as pas de rival dans toutes les branches de la culture. Je t'encourage à écrire des livres sur les nobles rêves de ton père que nous partagions avec lui et sur sa vie extraordinaire. Je les écrirai car j'ai beaucoup de temps. Le temps qui a manqué à mon père et à son ami Attila.